qu'ils nous rendent ces délinquants, qu'ils arrêtent de nous renvoyer des clandestins et nous nous remettrons à parler avec eux. Mesdames, Messieurs, avec moi ce soir, Astrid Panosian, bonsoir. Bonsoir. Cofondatrice d'En Marche et déléguée à l'action internationale auprès des Français de l'étranger pour le mouvement En Marche. Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, professeur de géopolitique, vous êtes franco-italien, franco-sicilien. Absolument. Ça va bien nous servir. Ce soir, Alexis Lacroix, bonsoir. Bonsoir Eric. Directeur délégué de la rédaction de l'Express. Dans un second temps, nous serons rejoints dans quelques minutes par Jean-François Barnaba, qui est gilet jaune dans le département de l'Indre. D'abord, Alexandre Delval, qu'est-ce que c'est que ce contentieux politique que les Français découvrent en quelque sorte? Nous aurions donc chez nous une quinzaine de criminels recherchés par les Italiens qui seraient à l'abri en France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, alors moi, dans un article de Valeurs Actuelles, j'en ai comptabilisé 14 en reprenant les documents des institutions officielles italiennes. Il y en a même un qui touche une retraite italienne, donc il n'y a pas que la France qui est accusable, à qui on peut faire des reproches. Un type qui a tué 3 personnes, il touche une retraite italienne. Mais qui sont-ils? On en a qui ont ouvert des commerces, d'autres qui sont dans des maisons d'édition. Il y en a à Bordeaux, il y en a à Paris, surtout en région parisienne. Mais ils ont une vie tranquille, encore mieux que Battisti pendant des années au Brésil. Ils ont une vie assez tranquille. Ils sont même plutôt bien vus par toute cette classe germano-pratine. Ils sont plutôt défendus. Même certains les prennent pour des héros. Et je voyais dans la presse récemment, on disait ils ont tué des hauts industriels. Non, certains ont tué des bouchers, des bijoutiers. Ils ont tué des enfants, parfois des. Alors, par erreur, non mais Alexandre Delval, qui sont ces criminels, Ce sont des criminels italiens qui vivent donc en France et dont l'Italie demande l'extradition? Qui Certains sont-ils? sont des brigades rouges, d'autres de Lotta Continua, d'autres organisations d'extrême gauche terroristes qui, pendant les années de plomb, ont assassiné un certain nombre de personnes. Mais la doctrine Mitterrand a voulu que, alors Battisti n'était pas concerné, les autres oui, la doctrine Mitterrand a voulu que quand on tue pour des raisons politiques idéalistes, eh bien on est protégé en France et on a refusé pendant des années d'extrader ces criminels. Et même la gauche en Italie en est choquée. Bon, je vois Alexis Lacroix pas content du tout, qui vous écoute, là, qui n'opine pas du tout du chef. Je suis pas content. Moi, je respecte Alexandre, mais je suis pas content parce que c'est une affaire trop grave pour être réduite à des slogans. Je ne suis absolument pas de ceux qui minimisent la gravité des crimes commis dans les années 70 par certaines personnes qui étaient engagées dans les mouvements d'ultra-gauche que vous avez cités, la Lotta Continua notamment, et les Brigades Rouges. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne pense pas qu'il faille les minimiser. Il n'empêche qu'il y avait, alors on peut trouver que aujourd'hui que c'est caduc, mais il y avait effectivement cette jurisprudence que François Mitterrand avait mise en place à partir de 1981 pour que ces personnes, progressivement, en quelque sorte, voient leur passé blanchi. Après tout, on dit, là, pour faire de l'effet, naturellement, je le comprends, Eric, vous voulez faire de l'audience, c'est normal. Pas du tout. Non, vous dites des terroristes. Non, mais attendez, je suis pas d'accord. Nous découvrons, la France découvre abasourdi un contentieux. Vous imaginez, les Français, on vient de découvrir qu'on avait 15 criminels italiens. Mais quand on dit, attendez, laissez-moi juste finir, quand on dit des terroristes, on peut avoir le sentiment, la personne qui nous écoute, qui rejoint la chaîne. Ce sont des terroristes, c'est quoi? Attendez, peut avoir le sentiment. C'est quoi d'autre? Mais oui, attendez. Non, mais il faut les appeler comment? Ils ont tué des gens. Ils ont tué. Non, mais cher Alexis Lacroix, ils ont tué des innocents au nom d'une idéologie extrémiste violente qui voulait semer la terreur en Italie. Il faut les appeler comment? Il faut les appeler poissonniers, militants des droits de l'homme. Alexandre, je viens de dire que je ne suis pas de ceux qui minimisent la gravité. Mais vous êtes en train de le faire. Non, parce que vous dites que c'est des slogans. Traiter quelqu'un par son nom de terroriste, ce n'est pas un slogan de parler de terrorisme. Ce sont des terroristes. Alors, je termine. Ne dites pas slogan, et on sera d'accord. Alexandre, c'est pas pour faire de l'audimat, c'est très grave. Alexandre, j'ai été poli, je ne vous ai pas interrompu. Non, quand je parle, on y va. Faites preuve de la réciprocité. Alexis Lacroix, on vous écoute. Je termine mon raisonnement. Si Alexandre a la gentillesse de ne pas m'interrompre. Moi, je pose une question. Est-ce que ce sont des terroristes, oui ou non? Non, mais c'est insupportable. Allez-y. Non, mais si on peut pas développer un raisonnement. C'est bon. Alexandre, s'il vous plaît. Alexis Lacroix. Je répète. Non, on a bien compris. Je ne suis pas de ceux qui minimisent la gravité de ces faits commis. Néanmoins, nous avions en France une tradition qui effectivement avait été mise en place par le président François Mitterrand, pour le meilleur comme pour le pire, c'était de considérer que ces personnes, malgré la gravité des actes qu'elles avaient commis, pouvaient éventuellement se réinsérer. Ça a déjà été dit, on est d'accord. Vous écoute très bien. La doctrine Mitterrand Pouvaient éventuellement se réinsérer dans la société. Donc je comprendrais très bien
une démarche qui viendrait de la France, de l'exécutif français, qui consisterait éventuellement, Éric, à interroger la validité ou au contraire la caducité. Alors on est d'accord. Non, Polémique non. inutile. Là où nous ne sommes absolument pas d'accord, et Alexandre, vous allez me laisser le dire, c'est que la manière dont vous présentez les choses, je suis désolé de vous... Comment ai-je présenté les choses ? Je suis désolé de vous le dire. Où est-ce que vous avez vu des slogans quand on parle de gens qui ont assassiné des personnes ? La manière, Alexandre, dont vous présentez les choses consiste à donner raison à la façon dont... Non mais attendez, je finis ma phrase. À la façon dont Salvini s'empare de la question. C'est pas Salvini. Car Salvini... Mais la gauche italienne réclame ces terroristes depuis 20 ans. Même la gauche italienne. C'est vous qui réduisez. Ce n'est pas que Salvini. Je ne réduis pas ce débat. Lisez votre dossier. La gauche italienne, unanimement, sauf l'extrême gauche, la plus violente, la gauche italienne est d'accord avec moi. Vous n'avez visiblement pas perdu vos habitudes de polémiste, mais je ne vais pas m'empêcher quand même de finir cette phrase. Non mais les amis, c'est vous qui vous savez quoi, Salvini, contrairement à ce que vous pensez, Alexandre Delval, la Croix Delval, non, je reprends la main. Salvini exploite cette affaire. Voilà, c'est uniquement ce que je veux dire. Et nous n'avons pas à entrer dans les raisons d'un homme qui est un démagogue, qui est un populiste, qui est xénophobe, et qui est là pour exploiter. Mais bien sûr, il est là pour exploiter cette affaire au détriment de l'exécutif français actuel. Voilà la vérité. Voilà la réalité. On a clairement compris vos positions. Et par ailleurs, on dira clairement. Et par ailleurs, Alexandre Delval, on dira clairement des choses. Alexandre Delval, on dira clairement des choses sur ce régime et sur la nature de ce régime. Soyons courtois, on va passer la parole à Astrid Panosyan. La courtoisie, visiblement, n'est pas partagée par tout le monde. Non, mais c'est formidable, c'est du débat, tout va bien, je vous assure. Et surtout, on vous a très bien compris. Astrid Panosyan, rebonsoir. C'est vrai que l'Italie montre les muscles de façon tout à fait inhabituelle, diplomatiquement, politiquement, on n'est absolument pas coutumier de ce genre de choses. Et on a eu un deuxième coup d'éclat des Italiens, c'est la convocation, le mot convoqué, je convoque le ministre de l'Intérieur pour en parler, un mot choisi par les Italiens bien évidemment, ce qui est extrêmement radical. D'ailleurs on a entendu, on va écouter Castaner cet après-midi qui a réagi au mot vous êtes convoqué pour venir nous voir. C'était pas le mot convoqué, j'ai entendu. Écoutez-le. On l'invite courtoisement et c'est lui qui a dit je suis convoqué. Non. Regarde. Matteo Salvini, je le convaincrai parce que je veux résoudre la situation sans quoi nous n'irons nulle part. Il s'est exprimé 2 fois, mais il a utilisé une fois le mot convoqué. Alors j'aimerais bien voir la traduction italienne. Astrid Panosyan. Parce que je suis dans un esprit de dialogue avec toutes les personnes autour. Vous voulez qu'on écoute? Tenez, on va juste écouter Castaner, ça dure quelques secondes, le ministre de l'Intérieur. Cet après-midi. D'abord, on ne me convoque pas, mais il se trouve qu'hier, j'étais avec le secrétaire d'État de Matteo Salvini dans une instance européenne et que nous avons échangé, y compris sur les questions migratoires. Le dialogue est constant entre nous, il faut qu'il soit respectueux. Et j'invite chacun à rentrer dans ce cadre-là. Une chose est sûre, c'est que je pense que les déplacements diplomatiques doivent se faire non pas en cachette, mais de façon officielle. Non, je pense que c'est simplement, en termes peu diplomatiques, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'il faut rappeler le contexte, et plus précisément que ça ne l'a été fait pendant les nouvelles de 19h. On parle du vice-président du Conseil italien qui est venu quasiment en catimini en France, dans lequel il est naturellement invité à tout instant, sans en informer les autorités françaises, sans en informer même, en attendant le dernier moment pour en informer le ministère des Affaires étrangères et son ambassade à Paris. Voilà. Donc il y a un moment donné où il fallait dire stop. Il faut rappeler avec calme et fermeté que quand on est un chef d'État, on n'est pas un chef de parti et qu'il y a des règles diplomatiques et de bienséance. Là, on a dépassé le cadre des invectives, des déclarations, pour être dans quelque chose qui relève, et je pèse mes mots, d'une ingérence dans les affaires politiques internes. Je pense que c'est... Excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Il faut apprendre la politesse, Alexandre. Hein, là, je ne vous ai pas coupé, vous aussi, vous êtes toujours très poli. Je ne vous ai pas coupé. Et je pense que, et ça a été rappelé aussi, les enjeux qui lient nos deux pays, les relations d'amitié qui lient nos deux pays, sont beaucoup trop importantes pour avoir cette espèce de gesticulation. Qu'est-ce que c'est que les relations franco-italiennes? Non mais il faut le dire, C'est 200 millions d'euros de marchandises qui circulent chaque jour entre nos deux frontières. C'est 100 000 emplois de chaque côté des frontières. C'est aussi des dossiers brûlants actuellement, sur la reprise d'Alitalia par exemple, qui est bloquée avec des emplois importants en Italie qui sont à la clé.
Donc ce qu'on attend des hommes d'État, c'est précisément de la bienséance, du calme, de la sérénité pour parler des affaires d'État et pas être dans de la gesticulation et pas être non plus dans un agenda interne. Mais ça, c'est Attendez. l'agenda est dans les deux sens. Jean-François Barnaba, il n'a pas parlé, messieurs, madame, s'il vous plaît. Gilet jaune dans le département de l'Indre, Jean-François Barnaba, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes content qu'hier à Montargis, Chalençon, un gilet jaune, ait pu rencontrer Luigi Di Maio, vice-président du Conseil, c'est ça, du Conseil italien? Vice-président du Conseil italien. Voilà, c'est bien parce que je dis ça parce que Jacqueline Moureau, une des fondatrices du mouvement des Gilets jaunes, a dit oh là là, c'est de l'ingérence, je trouve ça inacceptable. Donc, même chez les Gilets jaunes, il y a des façons assez différentes d'observer ce fait politique. Oui, non, mais je crois que c'est une initiative individuelle. Alors, je n'en connais pas les tenants et aboutissants. Une chose est certaine, c'est que si j'avais été convié, je n'y serais pas allé. Pourquoi c'est de l'ingérence. Bon, écoutez, on parle de questions graves, on parle de relations entre deux pays européens, on parle effectivement de la nécessité de maintenir des liens fraternels avec ce pays, et dans ces conditions, je crois que tout le monde, de part et d'autre, doit raison garder et avoir une attitude qui soit digne de respect qu'il doit y avoir entre deux États. Donc, pour ma part, je pense que le gouvernement français a probablement aussi eu des paroles, et notamment le président de la République, qui n'étaient pas de nature à faciliter les relations entre nos deux pays. C'est peut-être une forme de réponse qui me paraît tout autant inappropriée. C'est vrai que à la fin de l'été, au début de l'automne, avant la crise des Gilets jaunes, quand la cartographie européenne était plus simple, Macron a eu des propos assez durs vis-à-vis du méchant populiste italien. J'apprécie, ça n'a pas toujours été apprécié. J'apprécie le désir de pédagogie d'Astrid et le désir d'essayer de prendre une photographie un peu d'altitude sur cette scène politico-diplomatique. Or, il est vrai, alors là, vous voyez, il faut être équitable dans le jugement sur ce type de crise. Il est vrai, il y a deux choses qui sont vraies. L'amitié franco-italienne est profonde. Le partenariat franco-italien est durable, il est intense, il est profond, il est ancien, il ne va pas s'arrêter, heureusement. Oui, mais cette amitié civique de deux peuples très politiques, elle est profonde et elle est durable et elle continuera. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et donc là, ça va un tout petit peu dans le sens d'Alexandre, c'est qu'effectivement, historiquement, celui qui, avec à mon avis, les meilleures raisons du monde, mais a mis en scène l'opposition des démocraties libérales et des démocraties illibérales. C'est Macron. C'est Emmanuel Macron. Mais attendez, et là, il faut, avant qu'on lui réponde, il faut dire pourquoi. Le président de la République, dès avant sa campagne, avant même d'être candidat à la présidentielle en 2016, avait fait une analyse très précise des recompositions politiques à l'œuvre dans l'ensemble de l'Europe. Je vais très très vite, mais pour que nos téléspectateurs comprennent. Il avait théorisé le fait qu'il y avait une fracture des droites dans l'ensemble des pays européens, avec une droite tendant vers un souverainisme nationaliste et une droite plus libérale et plus européenne. Et qu'on retrouvait à gauche les mêmes fractures. Par parenthèse, Macron, chapeau, il avait absolument vu la situation dans laquelle est aujourd'hui la France. Et à ce titre, il avait prédit, il avait assuré qu'une fois au pouvoir, il tendrait la main à ceux des dirigeants européens qui sont des démocrates libéraux. Mais attendez, il y a une vraie cohérence. Il y a une vraie cohérence qui est parfaitement respectable. Vous êtes un peu long. Mais j'entends ce que vous dites. Delval, 60%, selon un récent sondage, des Italiens soutiennent les Gilets jaunes. Pas il y a 2 mois, un sondage tout frais, il y a quelques jours. Absolument. Jaune, déjà, c'est la couleur commune entre les Gilets jaunes et le mouvement 5 étoiles. Le gouvernement italien s'appelle Giallo Verde, l'alliance des jaunes et des verts. Vert, c'est la Ligue, jaune, c'est... Ils sont fascinés par ce mouvement. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant dans cette histoire, c'est qu'en Italie, il y a un amour de la France, il y a des références. Moi, quand j'ai étudié à Milan, j'étais fasciné par la façon dont la France était omniprésente dans l'histoire, le droit, la littérature. Il y a une demande de France. Et les Gilets jaunes sont bien vus en Italie parce que pour eux, c'est la tradition française de rébellion, de jacquerie contre les puissants. Et donc, et M.
Di Maio est fasciné à la fois par la France et par les Gilets jaunes. Et ce qui n'est pas connu, il était fasciné par un certain Macron au début. Quand Macron est arrivé, Di Maio était, contrairement à Salvini, très attiré par la personnalité de Macron. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parfois, la psychologie est importante. Il y a eu une vexation. L'Italie a l'impression d'être le Portugal, un peu comme le Portugal pour l'Espagne. L'Italie se sent être le Portugal de la France. Elle se sent comme le cousin latin que l'on méprise, limite ex-chambre de bonne, comme on parlait pour les Portugais et les Espagnols avant, qui étaient très vexés de cette façon, un peu la France arrogante. Elle est perçue comme ça aussi au Portugal, en Espagne. Je crache pas sur mon pays, je suis français même si je suis d'origine italienne. Mais c'est comme ça que la France est perçue. Et quand on parle de l'EP, quand on dit c'est un gouvernement qui fait vomir, alors qu'il n'y a pas que Salvini, on parle trop de Salvini. Les attaques les plus dures contre la France sont venues de Di Maio sur le franc CFA. C'est autrement plus violent ce qu'il a dit sur le franc CFA. Et donc cette histoire, et dernière chose, à l'heure des européennes, où Macron propose des partis trans-européens qui correspondent entre pays. En quoi c'est choquant que des partis fascinés par d'autres partis se rencontrent, ce que les partisans de Macron font eux-mêmes quand ils vont voir Astrid Panosyan, là, il dit un truc intéressant, c'est qu'on a un peu l'impression qu'est en train de se jouer là. Ce sont les deux champions européens qui Je peux le dire, d'autant plus que j'étais moi-même à Milan il y a 2 semaines pour le congrès de Pew Europa et pour une rencontre avec le Parti démocrate. Et moi, ça ne me choque pas qu'on rencontre ses amis d'un autre pays. Ça ne me choque Monsieur Dardanel s'est allié à vous au Parlement européen. Ça ne me choque absolument pas. Ce sont les conditions dans lesquelles se sont exercées. Ça ne mérite pas un rappel d'ambassadeur non plus. Parce que ça intervient après plusieurs semaines de dramaturgie. Je comprends votre point de vue, mais quand M. Erdogan a appelé les Français turcs à ne pas s'intégrer à la France, c'était autrement plus grave. Des meetings qui ont été Madame, messieurs, on n'a pas rappelé l'ambassadeur quand Erdogan, le néo-sultan, vient semer la haine en France. Mais Alexandre, le négationnisme à propos des Arméniens. Un mot de conclusion, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de conclusion, Alexis Lacroix, s'il vous plaît. Allez.